Tout le plaisir est pour nous de vous revoir encore une fois de plus, mesdames et messieurs, de partout vous nous captez à travers le monde. Vous êtes à Washington, vous êtes à Atlanta, vous êtes à Paris, vous êtes à Luanda en Angola, vous êtes à Mbandaka. Vous captez Bossolo Télévision, c'est votre rendez-vous de chaque mardi à 21h, votre tribune d'expression libre et d'échange des questions d'actualité. À vous la parole. À vous la parole aujourd'hui, au-delà de l'actualité, va s'intéresser à un homme qui ne sort pas de l'ordinaire, mais un homme qui a déjà fait ses preuves. Et aujourd'hui, vous devez connaître qui font avec le chef de l'État et qui veulent apporter quelque chose dans le sillage du chef de l'État et qui veulent aussi apporter quelque chose pour le développement de la République démocratique du Congo. Ils sont plusieurs, mais ils sont à découvrir et l'un d'entre eux s'est livré à Bossolo Télévision. Dans votre tribune, à vous la parole. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau, une fois de plus, Monsieur Patrick Onoya, que vous avez eu le privilège de suivre l'autre fois, avec qui on a parlé de plusieurs questions d'actualité politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser, savoir un peu c'est qui la personne, qu'est-ce qu'il mène comme recherche, qu'est-ce qu'il veut apporter pour le changement intégral de la RDC. Est-ce qu'il est favorable au combat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce qu'il est en train de comprendre de la politique congolaise, de l'économie, de l'environnement, de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo? Laissez-moi souhaiter bienvenue à mon invité. Merci Guy Bochard. Monsieur Patrick Onoya, grande est notre joie de vous savoir sur ce plateau pour la énième fois. Et vous avez convaincu les jurys de Bossolo Télévision de vous ramener sur ces plateaux de votre magazine que vous appréciez à vous la parole pour essayer un peu de changer sur la personne de Patrick Onoya qui sort, je ne dirais pas de nulle part, qui est sorti de quelque part, mais qui va aussi quelque part. Nous voudrions savoir ces parcours vous prend où et vous amène où. C'est sur cette question que nous allons nous attarder, bien évidemment, de votre expertise personnelle, de votre parcours, de votre qualité et tout ce que vous avez fait depuis là. Déjà, pour ceux qui nous suivent dans vos salons et partout où vous êtes dans vos bureaux, sachez-le que M. Patrick Onoya, c'est un stratège. Et c'est aussi un jeune penseur. Il est cadre au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Déjà à l'entrée des jeux, qui êtes-vous? Que faites-vous? D'où venez-vous? Merci beaucoup. C'est toujours une question à la fois simple et difficile. Mais j'aime me définir avant tout comme un enseignant, un chercheur. L'enseignement, c'est ma passion, la recherche aussi. Mon domaine de recherche actuellement, c'est finance et technologie, le FinTech. Mais nous travaillons sur des domaines assez variés qui vont de l'entrepreneuriat, la finance internationale, le commerce international. Voici l'investissement, voici les questions qui nous passionnent. Mais sinon, au niveau professionnel, je suis un lobbyiste, un stratégiste. Qui tient un cabinet de consulting qui est basé à Dallas, au Texas, où nous travaillons activement sur les investissements en RDC à travers la Chambre africaine de commerce de Dallas. Donc, voilà, nous sommes un peu un tout, mais beaucoup plus aussi un libre penseur, parce que nous ne manquons pas de réfléchir sur les multiples questions d'actualité, de développement de la RDC qui nous amènent à publier des articles en faveur du développement de la RDC et de l'Afrique. Vous avez aperçu la RDC de loin, ou soit vous êtes allé en Europe, aux États-Unis, jeune, et qu'est-ce qui a provoqué ces déclics pour retourner au pays afin de servir? Je dois avouer que l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, ça a été quand même un message d'espoir, un grand message d'espoir. Mais déjà, nous avons travaillé activement sur les questions de promotion des investissements en République démocratique du Congo, à travers la Chambre de commerce, donc à travers les États-Unis. Mais il faut dire que
Nous l'avons fait aussi à travers l'Europe. Mais il y a eu quand même beaucoup de contraintes liées à l'ancien régime. Et lorsque Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo accède au pouvoir, nous nous sommes dit il y a beaucoup d'espoir et pourquoi pas apporter notre pierre à l'édifice. Lobbyiste, stratégiste. Peut-on comprendre? Oui, le lobbying est avant tout une question de connexion, une question de réseau. Ça signifie que, particulièrement à travers les États-Unis, nous développons des réseaux, particulièrement des réseaux d'affaires, mais aussi des réseaux politiques. Mais nous avons aussi des réseaux à travers l'Afrique centrale, à travers l'Afrique, de manière générale. Ces réseaux qui nous permettent de pouvoir connecter les différentes personnalités en vue de détecter et de saisir des opportunités. Maintenant, la dimension de la stratégie, c'est celle qui nous permet d'apporter toujours la bonne méthodologie, la bonne façon de faire pour atteindre les objectifs. Alors, la politique congolaise, comment elle est perçue à l'extérieur, surtout quand vous étiez dans la diaspora congolaise? Parce que vous avez parlé tantôt que la gouvernance passée a trahi le rapport de la RDC par rapport au tiers-monde. Et vous qui étiez à la diaspora, comment est-ce que vous apercevez? Et le pouvoir de Tshisekedi a suscité espoir, c'est ce qui vous a permis de rentrer au pays. Oui, en effet. En fait, ce que nous avions toujours pris le temps d'expliquer aux différents politiciens qui venaient, par exemple, aux États-Unis, c'est que lorsque l'homme politique congolais doit comprendre ce que, par exemple, comment les États-Unis voient la RDC. Je me rappelle, par exemple, d'un discours tel que Kabila dégage. Lorsque vous amenez un discours comme ça aux États-Unis, vous parlez à un républicain ou vous parlez à un démocrate, en fait, ça ne lui dit rien. N'est-ce pas? La question, c'est de savoir que veut un démocrate. Quelle est l'idéologie d'un démocrate afin de lui parler de la politique du Congo par rapport à son idéologie. Ou quelle est l'idéologie d'un républicain et par rapport à cela. Donc, la politique congolaise est une politique de manière générale qui est personnalisée. Et pendant que de l'extérieur, on pense à un système, n'est-ce pas? On pense à une certaine vision qu'on doit incarner. Ce qui nous amène à comprendre un peu le niveau de la classe politique congolaise qui, nous espérons, devrait évoluer vers les idéologies plutôt que vers les individus. Vous êtes également dans la promotion des investissements par rapport à votre expertise que vous avez une dizaine d'années. Alors aujourd'hui, vous avez vu, Tshisekedi entrer au pouvoir, il y a eu beaucoup de mécanismes pour placer un gouvernement responsable qu'aujourd'hui nous qualifions de warriors. Le gouvernement de warriors, vous comprenez bien l'anglais, guerrier. Est-ce que votre expertise personnelle, par rapport à votre loupe, vous voyez qu'il y a des failles qu'il faudra remédier? Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'en tant qu'homme de science, la première des choses que nous avons fait lorsque le gouvernement de Warriors est arrivé, c'était de pouvoir publier un article où nous avons fait un ensemble de recommandations. Est-ce qu'ils ont pris ces recommandations-là en compte? Bon gré, mal gré, nous continuons à en parler. Avant tout, il y a un problème sur la vision gouvernementale, la vision managériale du gouvernement. Ça veut dire? La vision managériale du gouvernement, c'est que si nous le prenons dans une considération microéconomique, pour avancer, le Premier ministre devrait être comme le DG d'une entreprise, n'est-ce pas? Ça signifie que on sent, ce n'est pas seulement le gouvernement de Warriors, n'est-ce pas? Je parle de la vision gouvernementale de façon générale. Oui. La vision gouvernementale manque de cohésion. C'est-à-dire que le politique prime sur le côté managérial. C'est-à-dire que chaque ministre tente de tirer le drap un peu de son côté et c'est le conseil de ministres qui les réunit. Mais c'est ce qui est voué à l'échec alors? Naturellement, c'est à ce niveau-là. Une vision.
Chacun tire le drap de son côté, ça veut dire quoi? La vision, on semble la suivre, mais le management de ce gouvernement, n'est-ce pas, doit être imprimé à travers un ensemble d'actions qui poussent les gens à la cohésion. Ça, c'est un premier aspect sur lequel nous tenons à marteler, parce que sinon, le politicien a tendance à chaque fois à tirer le drap de son côté, n'est-ce pas? Et ce qui a pour conséquence un manque de cohésion dans l'action gouvernementale. Mais qui soit perdant dans tout ça? C'est le chef de l'État? Naturellement, voilà pourquoi nous qui soutenons le chef de l'État, nous avons martelé sur cette question, mais aussi nous avons martelé sur la question, par exemple, de l'ingénierie financière du gouvernement. La question des investissements, au niveau du gouvernement, nous pensons qu'elle devrait être améliorée. Dans plusieurs pays africains, surtout les pays anglo-saxons que nous avons fréquentés, il existe celui qu'on appelle un monsieur investissement. Un monsieur investissement, c'est ce membre du gouvernement qui, du matin au soir, lorsqu'il part au travail, réfléchit qu'est-ce que je fais sur l'investissement. Or, en République démocratique du Congo, nous avons besoin des investissements, massifs d'ailleurs, mais vous vous rendez compte que la question des investissements, elle est partagée entre plusieurs ministères. On a par exemple le ministère de Plan, le ministère des Finances, le ministère de l'Économie. Bref, ça pose problème pour un pays qui veut mobiliser rapidement des investissements. Ça, c'est un fait. Et de deux, le ministre des Finances, à part le FMI et la Banque mondiale, n'est-ce pas, et carrément le trésorier qui passe plus de 75% de son temps à réfléchir sur l'allocation de ressources. Il y a, n'est-ce pas, à ce niveau-là, une question de culture gouvernementale, particulièrement en ce qui concerne l'ingénierie financière, que nous pensons qu'à ce niveau-là, on peut proposer un ensemble d'améliorations à ce sujet. Je reste dans le cadre de développement sur le secteur des investissements en République démocratique du Congo. Vous possédez d'un aspect, mais ici on a quand même les institutions. On a peut-être, je citerai l'ANAPI, qui est en train de travailler là-dessus. Mais aujourd'hui, quand on voit le travail de l'ANAPI par rapport à tout ce qu'il est en train de booster, vous l'évaluez comment? Merci beaucoup, j'aime que vous releviez cela. J'ai publié un article sur une réforme que je propose sur l'ANAPI. Je propose la transformation de l'ANAPI en ANADI, je vais expliquer, c'est-à-dire le passage de promotion à développement. Je vais expliquer. Lorsque je parle de la question, la considération de la question des investissements qui doivent être revus, naturellement, cela passe aussi par la réforme des structures telles que l'ANAPI. Avant tout, au niveau du gouvernement, moi je dis toujours que l'ANAPI, elle est orpheline. Je commence par là. Orpheline, pourquoi? Parce qu'elle est rattachée à un ministère tel qu'un ministère du plan, le plan qui n'a pas la question des investissements comme la priorité du ministre. Ça, c'est déjà un premier problème. Deuxième aspect, je dis que l'ANAPI devrait être reformée en ANADI, ça signifie au lieu de Agence pour la promotion des investissements, devrait être l'Agence pour le développement des investissements, afin qu'elle quitte des aspects marketing, simplement de dire je fais la promotion, tant que je parle des investissements, code des investisseurs se compte. Non, l'ANAPI, l'ANADI, telle que la proposition de la réforme que je propose, doit s'assurer de réel développement des investissements. Je vais m'expliquer. Il est prouvé que sans une crème des investisseurs locaux bien fournis, il est difficile que des investissements directs étrangers se développent dans un pays. Ceci veut dire que si les investisseurs congolais, c'est-à-dire localement, on a du mal à trouver des Congolais
qui peuvent investir, qui peuvent avoir ne fût-ce qu'un peu de moyens pour investir sur des projets de développement, cela handicape le fait que des investisseurs étrangers viennent investir. Pourquoi? Parce que, par exemple, nous, à la Chambre de commerce de l'AS, on a généralement eu des besoins du genre qui fait quoi dans tel secteur pour lequel nous viendrons appuyer. Vous comprenez? Et moi, je me rappelle, même, je me suis retrouvé dans un cas, par rapport au code minier, il y avait un investissement dans le secteur des mines, un secteur de minerais, où il fallait investir 10 millions. Mais la loi dit que 25%, il faut que dans une telle entreprise, un Congolais puisse avoir 25%. J'étais le Congolais. Ça signifie 10 millions de dollars, investissement de départ pour la commercialisation des minerais. Donc, moi, je devrais placer combien? 2,5 millions. Est-ce que je les avais? Non, je ne les avais pas. Donc, s'il existe des mécanismes pour le développement des investisseurs locaux, ce sont des mécanismes qui doivent être mis en place. Par exemple, une opportunité comme celle-là, mettre en place un comptoir d'achat d'or pour 10 millions de dollars, 2,5 millions pour un Congolais. Qui est ce Congolais qui met les 2,5 millions? Quel est le mécanisme que la RDC met en place pour soutenir l'investissement des locaux? C'est à ce niveau-là que je dis qu'il y a un problème. C'est cette ANAPI qui devrait le faire. Et je dis ce qui s'appelle ANADI. Ça signifie cette fois-ci, dans le contexte, au lieu de la promotion, on dit du développement. Ça signifie réfléchir à comment faire en sorte, n'est-ce pas, qu'en RDC, il puisse y avoir ces investisseurs locaux. Et le concept d'investissement, ce n'est pas nécessairement lié à celui de l'entrepreneuriat, parce que l'investissement est beaucoup plus financier. Comment faire en sorte qu'il puisse y avoir des plateformes de placement, des plateformes d'investissement pour quelqu'un qui a son argent afin de pouvoir le fructifier? Toutes ces questions-là sont des questions qui doivent être résolues, posées au niveau du gouvernement, pour assurer le développement de ce pays. Assurer le développement de ces pays, M. Patrick Onoya, vous êtes en train de marteler, vous êtes basé dans le domaine de l'investissement, lobbyiste, stratégiste. Vous êtes insurgé dernièrement, je vais mettre une parenthèse sur l'intégration de la République catholique du Congo dans plusieurs organisations telles que les CAF, AGOA, et vous êtes allé même plus loin à proposer le portail du commerce extérieur. Ça, c'est une question qui a retenu l'actualité. Nous parlons de la personne par rapport à ses propositions, à ses inspirations, sa vision. Pourquoi vous êtes parti d'une organisation, d'un accord de ratification déjà pris par la République catholique du Congo, et vous, en tant qu'individu, vous proposez autre chose? En quoi le pays perd? En quoi le pays gagne par rapport à votre proposition? Merci beaucoup. Mais nous avons d'abord fait un constat. Le constat, deux constats, n'est-ce pas? Le premier constat, c'est qu'on a la ratification par le Sénat de l'entrée de la RDC dans la zone de libre-échange continentale africaine. Un constat. Un deuxième constat, on a le retour de la RDC dans la GOA, qui est cette loi américaine sur les exportations vers les États-Unis des pays africains. Alors là, on s'est dit, OK, ça va faire une année et plus pour cela, depuis que la RDC a signé tout cela. Mais dernièrement encore, on a le chef de l'État qui est allé signer, n'est-ce pas, notre entrée dans la communauté des pays de l'Est. Tout cela, c'est bien. Mais la question, c'est en quoi cela nous profite? C'est à ce niveau que nous, initiés, si on peut le dire ainsi, nous montons au créneau, n'est-ce pas, pour apporter notre expertise sur la matière. Nous disons, oui, la RDC a demandé, en ce qui concerne la ZLECAF, a demandé 10 ans, 10 à 12 ans pour se préparer. Mais la question, c'est, dans les 10 à 12 ans, que faisons-nous? Il faudrait bien qu'on sache ce que l'on fait en ce moment, par rapport à cela, mais aussi le retour à la GOA. Que faisons-nous par rapport à cela? Mais je vais parler d'abord de la GOA. Parlant de la GOA, il y a effectivement une aubaine pour nous par rapport à cela. C'est que
l'AGOA, cette loi américaine, offre un ensemble de facilités, à la fois de financement de producteurs, mais à la fois aussi d'investissement pour le développement des activités, n'est-ce pas, des producteurs africains, à partir du moment où il existe des acheteurs aux États-Unis. Je donne un exemple. La RDC est un des grands pas producteurs, mais un des cafés le meilleur au monde. Comment vous justifiez ça? Eh bien, il y a eu tout ce que nous voyons dans les rayons des supermarchés. On ne voit pas les cafés congolais. Et ça, c'est exactement une préoccupation parce que du point de vue de la qualité, le café congolais est très apprécié. Et aussi, d'autre part, on a le fait que les États-Unis est le premier consommateur de café au monde. Ceci signifie, d'une part, on a un bon café. De l'autre part, on a un grand consommateur. Ben, il y a la possibilité de développer, n'est-ce pas, les agriculteurs congolais et leur offrir des débouchés. Pourquoi nous parlons du portail du commerce extérieur? C'est simplement parce que des États-Unis, nous avons vu l'organisation que le gouvernement américain met pour assurer des débouchés aux exportateurs américains. C'est un package, n'est-ce pas? C'est un package de services qui sont mis en place pour faire en sorte que les exportateurs américains puissent avoir des débouchés à travers le monde. Ben, en s'inspirant de ce modèle, nous disons nous devons faire la même chose. Nous devons faire la même chose pour offrir un package de services à ces agriculteurs, à ces exportateurs congolais pour assurer leur développement. Mais si nous restons dans le contexte de l'AGOA, il y a deux grandes opportunités que je peux présenter. Par exemple, on a une organisation qu'on appelle Exim Bank. Exim Bank États-Unis vient à travers AGOA pour assurer le financement des exportations. Ça signifie que les agriculteurs congolais peuvent bénéficier de financements américains à partir du moment où il existe un acheteur congolais. Mais il y a aussi une deuxième structure qui s'appelle l'OPIC. Cette structure peut venir en appui cette fois-ci maintenant pour un investissement, même en termes d'infrastructure, pour assurer toujours le développement, des agriculteurs congolais qui ont des acheteurs. Je peux citer encore une autre structure qu'on appelle Prosper Africa, qui vient, donc il y a un paquet de services. Mais de notre côté, il doit exister cette organisation, n'est-ce pas, autour du développement du commerce extérieur. C'est ainsi que nous avons proposé ce qu'on appelle le portail du commerce extérieur, qui devra commencer par la définition de ce qu'on a proposé, des pools de commerce international, des pools de commerce transfrontalier, qui sont des concepts que nous pouvons intéressant comme explication, mais dans les faits, ça doit aussi se matérialiser. Je parle du développement local, hein, ici dans le local. Vous avez vu en 2015-2016, une initiative du gouvernement congolais par l'ancien régime d'instaurer le parc agro-industriel de Boukangalonzo. Vous voyez à quoi ça a servi et à quoi ça s'est soldé. Et quand vous voyez des initiatives comme ça partir en pâture comme ça, et puis des millions de dollars jetés par la fenêtre, vous étant qu'investisseur, un manager, ça vous dit quoi? Ce qui nous... C'est d'abord triste, parce que la bonne gouvernance, et vous vous rappelez d'ailleurs, à l'UDPS on parle de l'état de droit, la bonne gouvernance, c'est un fondement important pour le développement d'un pays. D'ailleurs, la Bible dit, n'est-ce pas, la justice élève une nation. Oui. Ça, c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai mon... Et l'économie fait quoi? L'économie apporte le bien-être. Apporte le bien-être, d'accord. J'ai mon plan. La politique tue une nation. Non, améliore la cité. Améliore la cité. D'accord, la bonne politique. Ouais, la bonne politique améliore la cité. C'est ça. Ouais. Alors, moi je pense que il est important que la culture gouvernementale puisse avant tout évoluer.
cette évolution dans la culture gouvernementale devrait nous amener à un État beaucoup plus incitateur. Un État beaucoup plus incitateur, ça signifie un État qui met en place le cadre pour la promotion de l'investissement privé, de l'entrepreneuriat privé. C'est ce travail que l'on souhaite, par exemple, du FPI, du Fonds de promotion pour l'industrie. Moi, j'ai toujours trouvé que le FPI est mal utilisé. Il est mal utilisé. Quand il alloue des fonds nationaux pour... c'est triste, mais je peux vous le dire que nous pouvons faire 100 fois mieux avec le FPI que ce que nous faisons aujourd'hui. Par exemple? Il est très important que dans la culture gouvernementale congolaise, nous écartons ce que j'appelle la culture de la marmite. La culture de la marmite veut dire, à chaque fois, on s'intéresse à savoir qu'est-ce que l'on a et comment on le dépense. Non. La question c'est, qu'est-ce que l'on a et partant de ce que l'on a, combien plus on peut avoir? C'est cela. Le FPI est une structure qui, à travers la taxe qu'elle a quelques millions chaque mois. Le FPI devrait réfléchir effet de levier, n'est-ce pas? Pas dire j'ai 20 millions, je donne 2 millions à ceux-ci. Non. Quel est l'effet de levier que je peux créer avec 2 millions? Or, nous savons, du point de vue de la finance internationale, que si j'ai 5% du budget, je peux obtenir les 100%. Ça signifie que si le FPI peut avoir 1 million donné, à travers la finance internationale, nous pouvons lever facilement 50 millions. Vous comprenez? Donc, ça signifie que nous devons intégrer une plus grande culture de la finance internationale et de savoir que chaque jour au monde, il y a plus de 1000 milliards de dollars qui circulent à travers la finance internationale et il est juste question de savoir comment on peut l'absorber en RDC. Et la question est, quel est le mécanisme que le gouvernement congolais met en place pour attirer cette manne de la finance internationale vers le secteur privé? Moi, je pense que cela devrait être la préoccupation fondamentale du Fonds de promotion de l'industrie à travers la manne qu'elle possède. Vous comprenez que cette émission a pris des allures pédagogiques parce que nous recevons sur ces plateaux, au-delà de sa casquette politique, il est aussi professeur d'université et quelqu'un qui est vraiment dans les domaines des investissements. Aujourd'hui, nous parlons de lui par rapport à ses idées, mais vous avez passé beaucoup de temps à l'extérieur du pays. Par rapport à tout ce que vous possédez comme expérience, expertise et dans le domaine de l'investissement, en quoi ça peut profiter la République démocratique du Congo et vous attendez quel moment? Ben, vous savez, nous le faisons déjà. Moi, je suis fier, par exemple, il y a dans le gouvernement FCC Cash, j'ai participé dans les coulisses, par exemple, à la création du Fonds national de garantie, n'est-ce pas, pour lequel nous avons amené l'OPEC, une délégation de la présidence aux États-Unis, où ils ont vu le développement de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Ce qui a permis, par exemple, aussi à contribuer à la transformation de l'OPEC en ADEC actuellement et la création du fonds de garantie d'État pour le développement des PME. Moi, je considère, pour moi, c'est une fierté, n'est-ce pas, d'avoir contribué à cela à plusieurs titres dans les coulisses. Et c'était dans quel forum? C'était une mission d'échange. Nous avons organisé une mission d'échange entre ce qu'on appelle la SBA américaine, donc la Small Business Administration du Texas, et une mission pilotée par des individus qui sortent de nulle part? Non, il y a le DG de l'OPEC, M. Ezekiel, qui était là, la présidence de la République, ainsi que le cabinet du ministre de Petites et Moyennes Entreprises, qui ont fait le déplacement à Dallas, donc organisé par mon cabinet, n'est-ce pas, à travers la Chambre de commerce. Cette expérience a permis
de mieux formaliser, n'est-ce pas, tout ce qui a amené, par exemple, à la création du fonds de garantie de l'État qui a été créé actuellement pour soutenir le développement des PME, mais aussi la transformation de l'OPEC en ANADEC. Ça, ce sont des choses que nous considérons un actif pour nous, pour le développement de la République démocratique du Congo, en plus des articles que nous avons publiés toujours dans le même secteur. Nous travaillons activement encore, nous martelons sur la question de l'ingénierie financière, comme nous sommes en train de le dire. Il est très important que le gouvernement travaille en tant qu'incitateur pour attirer cette manne financière. Nous, à travers la Chambre de commerce de Dallas, nous voyons comment les pays anglo-saxons africains, particulièrement des pays tels que l'Ouganda, la Tanzanie et tout ce qu'ils font, nous avons le souci, nous aussi, de faire en sorte que notre pays puisse bénéficier de cela. Mais il est très important que la culture financière gouvernementale puisse évoluer. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous espérons que cela le deviendra. Je vous donne un exemple. Mais vous déplorez quoi? Parce que quand vous donnez des exemples de la Tanzanie et d'autres pays, qu'est-ce qu'il faut pour la RDC par rapport à votre expertise, M. Patrice Honoraire? La première des choses, c'est que la RDC doit éviter un certain langage. C'est le gouvernement n'a pas d'argent. Ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, les caisses de l'État explosent. Oui. Un terme clé qui peut faire évoluer le secteur des investissements en RDC, c'est de corriger ce qu'on appelle en économie l'asymétrie de l'information. L'asymétrie de l'information veut dire que les investisseurs, lorsqu'ils viennent, ils ont facile à fournir les informations dont la RDC a besoin. Mais la RDC a souvent du mal à pouvoir fournir les informations nécessaires pour que les investisseurs prennent les bonnes décisions. Et pour cela, il faut financer les études. Sans études, lorsque vous faites des énoncés des projets, c'est bien. Mais un projet, sans études, il ne vaut pas grand-chose. Comprenez? Cela signifie que chaque année, chaque mois, le gouvernement doit décider sur les études à financer. Je vous dirais même, par exemple, sur les minerais de la RDC. On peut beau dire que nous avons un sous-sol riche, mais tant que ce sous-sol n'est pas certifié, il n'y a aucune certification sur les gisements du Congo, ça signifie que ça ne vaut rien. Vous comprenez? Ceci dit que nous allons encourager davantage la RDC à pouvoir financer les différentes études. L'ANAPI, dans sa phase de promotion, elle est très limitée. Elle fait la promotion d'un ensemble de projets pour la plupart qui n'ont pas d'études. Et à partir de cet instant, lorsque vous amenez des investisseurs, et ça nous est déjà arrivé, vous fouinez, vous allez un peu plus de façon profonde, vous trouvez qu'il manque des études. Et à partir du moment où il manque des études, donc, il y a asymétrie de l'information. L'investisseur ne sait pas prendre la bonne décision, d'où ça s'arrête. Il faudrait bien une évolution à ce niveau-là. Je vous donnerai un exemple, par exemple, autre chose, un concept de la finance internationale qu'on appelle de structured finance. Dans la finance internationale, dans cette partie de la finance, il est possible d'obtenir de l'argent de la finance internationale, donc du marché des capitaux, avec comme garantie le projet lui-même. C'est-à-dire, on ne vous demande pas une garantie souveraine ou quoi que ce soit, mais la garantie, c'est le projet. Mais comment est-ce que le projet peut devenir sa propre garantie? Le projet peut devenir sa propre garantie à partir du moment où il existe des études faites par un cabinet de premier ordre qui certifie que ce projet-là est bon. En ce moment-là, c'est... excusez-moi, ça me venait en anglais, des trusts. Ils croient, les téléspectateurs comprennent. Ils croient, ça signifie que les investisseurs croient en ce cabinet-là qui dit, si ces études disent que ça va marcher, nous ne croyons pas par vous, pas parce que lui il dit. Et du coup, on donne de l'argent. On finance. Mais ça signifie quoi? Il faut financer les études pour cela. Moi, je pencherais
sur le fait qu'on finance, que le gouvernement congolais finance des études auprès d'un cabinet de premier ordre, n'est-ce pas, pour chacune des 26 provinces, parce qu'on a des projets porteurs, particulièrement des projets agro-industriels. Oui. On a ce genre de projets pour lesquels il n'y aura pas de garantie souveraine à démontrer. De toutes les façons, nous connaissons les réseaux si jamais ils ont besoin de le savoir. Comment on le fait? Donc, ceci dit que quelque part, il suffit de se déverrouiller, n'est-ce pas, du point de vue, j'appelle culturel, de se déverrouiller du point de vue culturel pour attirer des investissements en République démocratique du Congo et de façon massive. Alors, M. Patrick Onouya, nous restons dans ces cadres-là. Vous étiez dans la diaspora. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui réfléchissent comme vous à l'extérieur du pays qui peuvent aussi apporter leur expertise pour booster le développement de la République démocratique du Congo? La population a besoin de cela. Aujourd'hui, s'il faut faire les statistiques, on dit plus d'un tiers de la population congolaise vit de ceux qui parviennent de l'extérieur. Êtes-vous d'avis avec ça? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir la gouvernance de Félix Tshisekedi, pour soutenir les Congolais moyens, pour soutenir le développement de la République démocratique du Congo? Parce qu'on constate dans le domaine des investissements, la politique a de l'ancrage et ça botte un peu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le déclic? C'est quoi la magie à opérer? Eh bien, merci. Je dois avouer d'ailleurs que j'ai, avant tout au niveau de la diaspora, particulièrement un secteur que je maîtrise tel que Dallas, j'ai plein d'aînés d'ailleurs qui font déjà des choses ici et beaucoup d'autres qui ont la volonté de faire. Mais moi, je dis de manière générale, il y a une question de culture financière. Nous allons marteler dessus la culture financière, la culture de l'ingénierie financière, de savoir $1 million que j'ai, qu'est-ce que je peux en faire. Ouais. Voilà pourquoi je suis en train de marteler qu'il est très important qu'il puisse y avoir un monsieur investissement. Un monsieur... Est-ce que tu peux définir ça de manière un peu simple? Monsieur investissement. Monsieur investissement veut dire ce monsieur du gouvernement qui réfléchit sur comment faire sur base du peu que le gouvernement va mettre entre ses mains, comment le fructifier pour faire en sorte qu'il n'en manque pas pour les projets de développement. Ça, c'est une première des choses. De deux, il va réfléchir sur comment mettre en place une plateforme d'investisseurs locaux, des Congolais, sur lesquels vont s'appuyer les investisseurs étrangers. 3. Quel mécanisme mettre en place pour assurer les financements de projets du gouvernement en s'appuyant, n'est-ce pas, sur la finance internationale et tout en s'assurant de ne pas endetter outre mesure le gouvernement congolais. Et pour arriver à ne pas endetter outre mesure le gouvernement congolais, il faut endetter le secteur privé. Est-ce que, d'après votre avis, dans le gouvernement Sama Lukonde, il existe-t-il de messieurs investissements? C'est comme ça que j'ai dit, il existe des messieurs investissements, parce que cela, de manière générale, est reparti entre 4 ministères. Et cela est reparti entre le ministère du Plan, entre le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, mais aussi le ministère du Budget. Mais cela a pour conséquence un manque d'efficacité. Pourquoi? Parce que ces différents ministères ont avant tout leurs prérogatives. Aucun de ces 4 ministères n'a l'investissement comme prérogative principale. Et ce qui fait un manque d'efficacité pour un pays qui manque de tout. Il faut qu'il existe, comme il existe dans les autres pays africains, tels que la Tanzanie, l'Ouganda et tout, un monsieur investissement qui ne réfléchit que sur cela. Est-ce que M. Patrick Onouya peut se faire monsieur investissement? Ah ben là, c'est naturellement à l'appréciation du chef de l'État, mais nous pensons que nous savons ce qu'il faut faire. Alors comment vous pouvez aider le chef de l'État, vous étant qu'individu? Mais c'est comme je le dis, nous l'aidons de multiples façons. Je l'ai dit, nous avons intervenu dans les coulisses
dans la création, dans la transformation de l'OPEC à la NADEC, la création du Fonds de garantie d'État. Nous avons intervenu dans les coulisses. Nous intervenons à travers nos publications, toutes les tribunes que nous publions, nous intervenons déjà de loin, mais s'il faut intervenir de près, pourquoi pas? S'il faut intervenir de près, pourquoi pas? Vous avez suivi avec beaucoup d'attention monsieur Patrick Onouya, qui est un lobbyiste et stratégiste. Vous avez quand même le temps de comprendre sa vision, ses inspirations, ses idées pour le développement de la République démocratique du Congo. Il voit l'ANAPI évoluer autrement. Il a défini comment est-ce qu'il voit les choses et il a proposé des pistes et des solutions. À vous la parole et vous allez décrypter ses propos par rapport aux attentes de la République démocratique du Congo qui a besoin de son développement 60 ans après. Déjà le 30 juin prochain, la République démocratique du Congo aura encore une année par rapport à son âge. Que deviendra la République démocratique du Congo? Monsieur Patrick Onouya, peut-être un mot avant de nous séparer dans cet échange très pédagogique qui a eu des allures très scientifiques, je ne sais pas. Professeur d'université, on retient de vous quoi? L'amour du Congo, l'amour du pays. Nous pensons que, comme je dirais, comme Lumumba, l'avenir du Congo est beau. À chacun d'apporter sa pierre, de près ou de loin. Nous n'avons que la RDC. Aimons ce pays. Action Fachi 2023, ça fait partie de l'amour du Congo? Absolument, parce que nous avons un président de la République qui a reçu les rênes d'un pays déséquilibré, aux équilibres rompus, et nous lui accordons la chance, n'est-ce pas, de pouvoir apporter sa pierre pour ce développement. Qui vivra, verra. À vous la parole.